Passion pour les équipes qui travaillent en flux continu, pas d'itération, c'est vraiment de l'amélioration continue de la production. Ça, c'est un modèle qui perturbe tout le monde parce que il n'y a pas de planification de à telle date on aura ça. Pour moi, le vrai critère de l'autonomie, c'est à quel point on impose des solutions aux équipes. Le moins on impose de solutions, le plus autonome l'équipe est. Livrer dès que c'est prêt. Tu me demandes beaucoup, je te livre quand c'est prêt, donc assez tard. Si tu me demandes moins de choses, quelque chose de plus petit, un plus petit incrément, ce sera prêt plus tôt, ce sera en production plus vite. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Je suis en compagnie aujourd'hui de Dimitri Bailly qui est le Member of the Tech Staff at Back Market. Merci Dimitri d'avoir accepté l'invitation et de venir ce matin. Merci Pierre. En ce jour de Saint-Valentin, donc voilà, et de Ligue des Champions également. Donc c'est au choix. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Bertrand Lehurt pour la mise en relation. Et on va creuser un petit peu différents sujets d'actualité chez Back Market et dans toutes les équipes de développement logiciel. Oui, ça va être un épisode qui va être un petit peu particulier parce que toi, tu m'avais dit que grosso modo, tu avais déjà fait des podcasts où tu détaillais un peu ton parcours et il y aura d'autres endroits qu'on pourra noter où ça sera bien détaillé et qu'on reviendra dessus, mais tu m'as dit j'aimerais bien qu'on parle d'une thématique ou deux en particulier. Je crois qu'on va parler pas mal de autonomie des équipes, autonomie performance des équipes. Donc un épisode un peu particulier pour moi du coup. Mais malgré tout, avant de rentrer dans cette thématique un peu précise, du coup plus rapidement que d'habitude, est-ce que tu peux revenir très rapidement sur les grandes étapes de ton parcours et te présenter rapidement ? Pas de problème. Je suis Dimitri Bailly, donc ingénieur logiciel depuis tout petit. Depuis tout petit. ZX81 en 84, quelque chose comme ça. Premier développement en basique et découverte. J'avais les Lego, puis le basique. Je passais de l'un à l'autre, du physique au virtuel. Mais l'assemblage et le développement logiciel, j'ai mordu assez tôt. Pas autant que d'autres qui sont devenus vraiment des développeurs acharnés, mais une passion du développement logiciel depuis vraiment tout petit, ça c'est certain. Et alors, je vais pas refaire mon parcours logiciel, mais j'étais passionné par deux éléments, les interfaces homme-machine, donc comment les humains utilisent du logiciel. Comment on fabrique du logiciel qui est fait pour être en connexion avec les personnes. Donc c'est pas des back-end, c'est plus la partie front-end, interaction homme-machine, ça c'est passionnant. Et à l'intérieur de cette partie-là, je me suis retrouvé chez des éditeurs logiciels, donc qui fabriquent des systèmes. Le cœur de l'entreprise, c'est le logiciel. Ouais. Et une passion sur comment l'équipe de développement doit s'organiser pour livrer du logiciel de qualité. Comment on fait un produit de qualité. Il se trouve que l'entreprise faisait un produit qui est le logiciel, donc je me suis intéressé à la qualité du logiciel depuis une quinzaine d'années. L'organisation des équipes, comment on teste du code, comment on fait en sorte que les équipes livrent de la qualité en simple. Donc ça s'appelle Software Factory, ça s'appelle qualité, ça s'appelle monitoring, ça s'appelle tous les éléments. Ça peut avoir différents noms. Voilà. Donc ça c'est des phases de 6 mois, 1 an ou 2 ans de creuser des sujets en étant VP Quality chez Exoplatform, un produit open source avec une quinzaine d'équipes réparties dans pas mal de pays pour gérer la qualité. En tant que produit open source, comment 16 équipes livrent de la qualité logicielle à ses clients. Toi, tu étais responsable de la qualité du logiciel produit sur les finis, quoi.
D'accord. C'est ça, sur la base d'un logiciel open source que les clients modifiaient chez eux et après appelaient en disant ça marche pas. Ok, on va essayer de monter un support logiciel. Donc monter un support logiciel open source était une aventure passionnante. Je me souviens de pas mal de discussions au Vietnam avec Julien Viette sur comment on monte un support quand le produit est open source et que des clients modifient le produit chez eux avec nos consultants, puis disent ça marche pas. Ça, Et comment, du coup? En organisant des branches de code, des branches de support par client, en s'assurant que les bugs qui sont corrigés remontent bien dans le code de la version suivante. Parce que la seule erreur à pas faire, c'est d'oublier de reporter un patch qu'on a fait à un client sur place dans la version d'après, parce qu'on est sûr et certain qu'il va le retrouver. Parce que si on l'oublie, c'est sûr qu'on se prend un scud en retour, et c'est normal. Donc c'est prendre ces cas précis où on s'est planté de la plus belle des manières, d'analyser comment ne pas refaire cette erreur-là dans le processus, dans l'organisation du système, quoi. D'accord. Donc, belle étude et belle plongée dans l'organisation des équipes sur plusieurs pays, plusieurs cultures. Il y avait l'Ukraine, la Tunisie, le Vietnam, piloté par des managers remote en France. Donc voilà, ça c'était une belle aventure. Et puis d'autres aventures en passant chez lesfurets.com, qui est du coup pas un éditeur, mais un site internet avec une culture éditeur quand même assez... C'est très pure player, ouais. C'est pure player, mais sans être éditeur, on est éditeur de notre propre solution. Donc comment une organisation livre son propre produit, maintient son propre produit à les mêmes principes de qualité logicielle, d'organisation d'équipe. Donc on est passé de 1 à 6 équipes en quelques années. Et je suis passé de deputy CTO à CTO, d'aider le responsable à prendre tous les sujets en parallèle et comment on organise une équipe de développement, quoi. Et après ça... Des choses que tu referais différemment sur les étapes de scale, justement, dans l'organisation, ou des choses qui ont été bien faites et que tu referais? Alors j'essaye de refaire un certain nombre d'éléments, on va en parler assez longtemps, de comment on donne l'autonomie aux équipes, comment on définit le cadre pour qu'une équipe puisse vraiment investiguer une problématique. On a testé pas mal de choses. J'ai eu un épisode passionnant chez les Furets où on a testé 2 modèles d'organisation et surtout 2 façons de changer le modèle. L'une où le board décide d'une nouvelle organisation et on descend, on l'annonce aux équipes. Ça prend mal. Et une autre où les équipes proposent une organisation et le proposent au board. Et après, on a beaucoup plus de facilité à la mettre en place parce qu'elle est venue du bas, quoi. Mais ça a pas mal de stress, c'est un bien grand mot, mais le board ne sait pas ce qui va se passer et attend. Alors que quand le board décide, il sait ce qui va se passer, il est confiant, il est peinard. Et ça se passe pas forcément bien, mais au moins, pendant toute la période d'attente, les règles sont claires. Donc voilà, c'était deux modèles d'organisation. Vous avez changé l'organisation 2 fois sur une échelle de temps, ou vous avez testé dans une DSI? Non, c'était à un an d'intervalle. Okay. En fait, une première organisation et puis une deuxième organisation où on a basculé quand même pas mal de scope de responsabilité des équipes. C'est le moment où on est passé par couche, où on avait des équipes qui géraient le front, des équipes qui géraient le back et des équipes qui géraient les partenaires, à une équipe qui gère une ligne produit auto, une autre qui gère l'assurance et une autre qui gère les produits hors assurance. Donc on a vraiment basculé couche technique à couche produit, quoi. Enfin, feature, quoi. Et donc voilà, des moments assez passionnants de gestion, de changement d'organisation, de shuffle des équipes, on appelait ça.
avec, ça génère beaucoup de changements, beaucoup de stress ou de charge mentale chez tout le monde, et une mission d'arriver à faire une synthèse de tout ça. Et c'est toi qui as proposé que ce soit les équipes qui soient motrices, ou ce sont justement les équipes elles-mêmes qui se sont dit ok, en fait on est dans un cadre où on peut se permettre de proposer, on est en confiance? Je pense que l'histoire a eu lieu, il faudrait demander un petit peu aux acteurs, mais c'est plus un bilan d'échec de mise en place d'une version où on a appris de qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, quoi. Donc quand on a fait du top-down et qu'on a prévenu les équipes très tard de la nouvelle organisation, on s'est dit la prochaine fois on fera différemment. Voilà, on fera différemment, on prendra et on impliquera beaucoup plus les équipes plus tôt, quoi. Donc c'est un constat plutôt commun, et après une coordination, de dire cette fois-ci on veut changer l'organisation, on va le faire plus avec les équipes, et au final c'est plus la proactivité, c'est pas noir ou blanc, c'est si les équipes attendent qu'on leur dise quelle est l'organisation et proposent rien, c'est normal que le COMEX finisse par décider et dise voilà. Quelque chose, ouais. Et c'est un peu la poule et l'œuf, en fait. C'est si le COMEX décide, les équipes attendent, et si les équipes attendent, le COMEX décide. Ouais. Donc peut-être, alors je suis pas de garantie, mais peut-être que mon impact est de donner confiance aux équipes, de proposer avant que le COMEX propose. Ok. Donc d'enclencher une boucle différente, d'anticiper. Donc de proactivité, ça on y reviendra, c'est chacun sa part du travail. Donc moi, mon rôle pour équilibrer la partie COMEX et la partie équipe, la partie autonomie des équipes, il faut qu'il y ait une proactivité des équipes à proposer des organisations, à proposer des évolutions, à proposer d'autres façons de travailler, d'accepter que ce ne soit pas forcément retenu, mais de systématiquement toujours proposer une évolution, quoi. Donc ça, c'est la part de chacun. Chacun sa part du travail. Moi, en tant que manager, j'attends que tous les managers fassent leur part du travail. Je m'arrête à donner le cadre, leur proposer des évolutions, à eux de choisir ce qu'ils veulent faire ou proposer des façons de faire, quoi. Ok. Donc ça, c'est passionnant chez les Furets. Et puis, volonté de découvrir ce qui se passe dans le domaine du produit. Donc chez Aramis Auto, prise de responsabilité en tant que CPO, donc responsable de toute la partie produit du site internet, gestion d'une équipe de product manager, du UX, plus du tout de tech. Bon, tu restes équipe du UX, donc dans ta passion IHM. Voilà. L'idée d'être plus au contact du client et de savoir est-ce que on peut faire du meilleur logiciel en faisant évoluer la façon de définir le produit. Donc j'ai tout un domaine du continuous delivery où fondamentalement moi j'ai une passion pour les équipes qui travaillent en flux continu. Donc pas d'itération, c'est vraiment de l'amélioration continue de la production. Donc on fait chaque jour des petites évolutions qui vont dans un sens donné, mais on n'a pas des gros livrables, on livre tous les jours en production ce qui est prêt. Et ça c'est un modèle qui perturbe tout le monde, parce que y a pas de planification de à telle date on aura ça. C'est non, chaque jour, ce qui est prêt, qui a une évolution, une amélioration du système, on la met en place. Si c'est pas prêt, il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est pas prêt. Mais si c'est prêt, on y va. Voilà, si c'est prêt, on y va. Et du coup, il y a un énorme modèle derrière ça. J'en ai pas parlé un peu dans d'autres podcasts, mais c'est qu'on peut citer. Il y a Bruno Soulez. Ouais. Sur IFTTT. Non, je sais plus comment dans ces If This Then Dev, ouais. On salue Bruno, du coup. Et puis Julien Lefebvre là, sur On part en prod récemment, sur un peu ces parties de continuous delivery. Et, c'est quoi son podcast à Julien ? On part en prod. On part en prod, ok. Et l'idée, c'est vraiment cette partie-là de plus la demande, plus l'évolution est petite, plus l'équipe pourra la livrer vite.
Donc il y a une sorte de déconstruction de la livraison d'une nouvelle fonctionnalité par étape. Et c'est très perturbant pour les équipes produits qui préfèrent définir la cible une fois pour toutes, complète, et on y va d'un grand pas, quoi. Donc j'ai voulu, chez Aramis, un peu explorer ces parties-là, de savoir ce qu'on pouvait faire pour aller plus en incrémental, en remontant un peu la chaîne de valeur, en étant côté produit. Une petite question, est-ce que ça a été compliqué, difficile dans ta recherche de passer d'un poste CTO chez Les Furets à CPO? C'est-à-dire qu'il y a le storytelling enfin, j'imagine que c'était quelque chose que tu recherchais, mais c'est pas forcément facile qu'on te fasse confiance sur ce type de poste? Non, pas du tout. L'idée, c'est le passage par le lean management. J'ai beaucoup travaillé avec Michael Ballet et d'autres personnes en lean management. Et Aramis Auto est toujours très impliqué dans du travail en lean management. Et donc, du coup, j'ai eu assez naturellement pas mal d'échanges avec eux sur ces modèles-là. Et l'opportunité de prendre une organisation produit s'est faite assez naturellement. Donc on a expérimenté cette partie-là. Tu la recherchais pas forcément de manière active, quoi. Elle s'est présentée, tu t'es dit feu, quoi. C'est une co-construction, je pense, Ouais. de besoin d'arriver à améliorer l'organisation produit chez Aramis Auto. Moi, ma volonté d'aller découvrir cette partie-là, plus une énorme zone de confiance dans la maîtrise du lean management. Donc une zone de confiance et puis une volonté de découvrir, d'expérimenter. Ça, c'était pas mal. C'est Bruno Marquet qui est CTO chez... Alors qui est dans la partie technique. Ouais. Mais oui. Ok. Et donc du coup, après cette expérience de CPO, une arrivée chez Back Market. Voilà, avec un titre de poste encore plus énigmatique, qui est un petit peu le même domaine que cette recherche d'amélioration de l'organisation. Pour moi, c'est extrêmement clair chez Back Market. C'est depuis une quinzaine d'années, j'ai fait énormément de métiers de la tech pour des équipes de 30-40 personnes, que ce soit data, tech, infra, produits, et Back Market, c'est 250 personnes. Donc, j'ai pas de raison de manager 250 personnes ou d'être CTO ou VP Engineering. Par contre, je suis extrêmement intéressé de savoir comment on met en place une organisation de 250 personnes sur la même logiciel, comment on organise ces personnes-là. Donc, c'est plus autour de la question de comment je peux apporter mes compétences, mes connaissances à cette organisation-là, tout en apprenant comment organiser. Donc c'est un peu un échange de bons procédés, d'a priori un bon bagage de connaissances transverses de l'ensemble des organisations. Ouais. J'ai participé à l'organisation de pas mal de conférences sur le sujet et de monter des réseaux autour de ces sujets-là, que ce soit Flowcon, qui est une conférence autour du Kanban et de Lean Kanban et du Flow depuis 10 ans, où on a une trentaine de speakers qui viennent parler chaque année sur l'autonomie des équipes, le continuous delivery, le produit autour de ces équipes-là. Donc beaucoup travaillé le sujet, fait venir beaucoup de personnes qui parlent de comment on organise ces équipes-là. Évidemment, ça m'a donné envie d'aller organiser, mais j'ai pas besoin de dire je sais faire, donnez-moi 250 personnes. J'ai plus envie de contribuer. Donc là, c'est un poste de contributeur individuel sur l'organisation de la tech. Donc je suis consultant tech interne. Donc ça peut s'appeler Tech Ops, comme on a Product Ops, ou c'est un contributeur individuel pour l'organisation du BOT, donc le Bureau of Technology chez Back Market. Et aventure passionnante, découverte de pas mal de problématiques. On a 40 squads. On a embauché plus de 100 personnes l'année dernière. Donc l'organisation... Vous êtes passé de 150 à 250. Ouais. Et l'année d'avant, c'était de 50 à 150, donc ça va assez vite. Donc effectivement, le poste qui consiste à réfléchir, plancher sur comment on organise ses équipes et
et avoir un petit coup d'avance sur comment seront organisées les équipes comment seront organisées les équipes dans 6 mois ou dans un an. Voilà. Alors, coup d'avance, c'est un très, très, très grand mot. Je dirais plutôt courir derrière la foule, et essayer de donner un peu de cohérence à tout ça et d'aider les personnes. Donc, c'est vraiment un poste de support. Je ne peux pas être en définition de ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit. C'est supporter, aider, contribuer là où c'est possible pour donner confiance aux personnes qu'ils sont dans le juste, ils vont dans le bon sens. Donc de bons objectifs sur la collaboration entre les équipes, le développement des équipes, le développement des personnes. Donc voilà, pas mal de sujets assez passionnants. Et donc un de tes sujets, c'est donc chez Back Market, de réflexion et d'organisation, c'est comment on arrive à la thématique un peu centrale sur laquelle tu souhaitais échanger, c'est l'autonomie des équipes et la performance de celles-ci, l'efficience de celles-ci quand elles sont autonomes. Comment la mesurer Qu'est-ce qu'on attend d'une squad ? C'est quoi une squad ? Alors une team, une feature team, une impact team, où il y a pas mal de termes, mais chez Back Market, on appelle ça une squad. Donc c'est 4-5 développeurs, un engineering manager, un product manager et des personnes en support pour l'infra, pour le product design, pour la qualité. Donc c'est une équipe autonome qui gère un des composants de l'architecture Back Market. Il y a une centaine de composants dans l'architecture Back Market. On a des monolithes, des microservices, on a différentes parties. Mais une squad est responsable d'un domaine avec ses composants et le cycle de vie de ces composants-là. Avec la philosophie de you build it, you run it. Donc on essaye de déployer l'ensemble du cycle de vie des composants logiciels au sein d'une équipe. Donc de la conception à la production, à la maintenance, à la gestion des incidents, tout est au niveau de la même équipe. Donc le composant de login par exemple, c'est une équipe qui gère ça, et s'il y a un incident de prod, c'est elle qui le gère. Alors du coup c'est marrant parce que quand tu me dis qu'est-ce qu'une squad, j'ai l'impression que c'est relativement bien défini en fait. Et ça c'est la théorie. Mais il y a un an, les composants n'étaient pas associés à des squads. D'accord. Donc les gens travaillaient un peu où ils pouvaient, où ils voulaient. Ils avaient des objectifs métiers, mais on n'avait pas l'ownership des composants. Donc ça s'est fait avant que j'arrive, de réattribuer les composants à chacune des équipes pour être sûr qu'il y ait bien un ownership, qu'il y ait bien une prise de responsabilité, une gestion par les équipes, avec un processus de gestion des incidents mis en place par l'équipe SRE en termes de pratique, mais utilisé par chacune des équipes. Et du coup, chaque équipe est... ton sujet, c'est beaucoup l'autonomie. Chaque équipe aujourd'hui est autonome, ou c'est la cible, ou tes réflexions, c'est sur comment je mesure l'efficacité des équipes que j'ai rendues autonomes. Chaque équipe a comme objectif d'améliorer la performance d'un composant du système. Donc, pour creuser, alors, je vais reposer 2-3 bases d'organisation chez Back Market, où on a des objectifs annuels, comme les différentes entreprises. Ouais. Un mécanisme appelé OKR, avec d'objectifs qui résultent. Ouais. L'idée, c'est des objectifs d'amélioration et pas des objectifs de projet à livrer. Donc c'est des améliorations de composants du système, des taux de conversion, des conquêtes de différents pays ou de parties comme ça, mais c'est pas des projets définis dont la solution est établie. Donc c'est des problèmes à résoudre. Et du coup, on peut cascader aux équipes ces problématiques-là, et après à elles d'établir une roadmap de comment elles vont tacler ces sujets-là et s'organiser en fonction. Donc on a un challenge à rendre les équipes les plus proactives possibles sur ces sujets-là. Ne pas attendre, c'est un petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Ouais. Est-ce que les équipes attendent qu'on leur dise quoi faire ? Est-ce qu'on leur demande énormément de choses ? Tout le monde leur demande des choses à faire. On a la dette technique à résoudre, on a les composants d'infrastructure. En plus, on a mis toutes les responsabilités au niveau des équipes. Chaque équipe est une petite start-up, donc ça c'est un bien grand mot. Mais elle a tout à gérer, toutes les compétences, plus la roadmap,
plus faire les sujets. Donc, on la rend autonome, on lui donne toutes les responsabilités, mais On la rend autonome ou on lui donne l'autonomie? Je ne sais pas quelle est la différence. Le système repose sur l'autonomie. Alors, autonomie des équipes, encore, c'est pas un grand mot chez Back Market, l'autonomie. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est quel comportement une équipe doit-elle avoir pour être performante. L'autonomie, c'est mon sujet d'étude. Ouais. Mais c'est pas la solution que Back Market prône à tout prix. Tu vois, c'est pas le mantra de Back Market de dire les équipes autonomes, c'est la solution. Le mantra de Back Market, c'est les OKR, les objectifs business. On a un mécanisme de trifecta où chaque équipe a un membre du business, du produit et de la tech qui se mettent d'accord pour la roadmap. Donc c'est peut-être là que se joue l'autonomie de l'équipe, c'est que on a donné l'autonomie de la décision de la roadmap à ce trio-là, au niveau de chaque équipe. D'accord. Donc l'autonomie de la squad chez Back Market se joue au niveau de ce qu'on appelle la trifecta. Ok. Et donc il y a toute la coordination. Moi derrière, c'est ok, qu'est-ce qu'on attend d'une squad ? Quel comportement on attend de chaque individu, mais de la squad au global. C'est quoi une équipe performante ? Comment on livre de la qualité ? Comment on livre de la performance en tant qu'équipe ? Donc là, on peut faire un petit aparté sur la bibliographie. Ah ouais. Si tu veux bien. Je suis le représentant de commerce du Book Club de TechRox, qui est un autre réseau de CTO et de tech leaders auquel je participe énormément. Et on a un book club où on lit des livres en groupe. Il y a Marek Kalnick également que j'avais reçu sur ce podcast. C'est lui le fondateur du book club, clairement. Et moi, je suis son directeur marketing. Et dans le book club, là, on a lu un livre. Il y a quelques livres fondamentaux dans l'organisation logicielle actuelle, moderne. Et le livre Accelerate en est un. Donc on en a beaucoup parlé dans pas mal de podcasts, mais ça fait pas de mal de reprendre la clé de la performance d'une équipe logicielle actuellement. La meilleure définition sur laquelle je m'accorde, plus pas mal d'autres personnes, c'est le résultat d'un sondage de 16 000 entreprises sur leur performance, leurs pratiques, et une recherche de quels sont les critères communs à ces équipes pour qu'elles soient performantes. Et le résultat, il est assez logique pour certains et stupéfiant pour d'autres. C'est 4 critères qui définissent que, on ne sait pas pourquoi, mais ces 4 critères-là, quand ils sont bons dans une équipe, l'équipe est performante. C'est le nombre de livraisons. Combien de fois par jour ou par semaine elle livre. La vitesse à laquelle on met en production entre j'ai fini mon code et il est en production. Donc le délai, c'est le lead time de release. Donc quand un développeur a fini son code, combien de jours après c'est en production ? Quand on livre tous les 3 mois, 1 mois et demi. Quand on a un bug dessus, ça fait 1 mois et demi qu'on a codé. C'est difficile de s'y remettre, et puis il faut attendre encore 15 jours avant de livrer. Alors que si c'est tous les jours, ou si c'est 2 heures, 2 heures après, on est au courant. On peut s'y remettre facilement, on est encore dans le sujet. C'est ça. Tous les contextes s'y prêtent pas. Un éditeur logiciel dont le client installe le logiciel 3 mois après, histoire vécue, on peut pas faire du continuous delivery dessus, quoi. Donc, là-dessus, 2 premiers critères dits logiciel, livraison logicielle, et c'est 2 seuls critères sur le nombre de livraisons et le délai, le lead time de livraison. C'est pas combien de temps j'ai mis à coder une fonctionnalité, ça c'est une autre partie. Là, c'est combien de temps, quand le code est livré, quand le code est fini, le développeur dit j'ai fini, chronomètre, c'est en prod. Les équipes qui font ça de façon très rapide sont meilleures, sont plus performantes en termes business, en termes d'entreprise au global, quoi. Donc la question derrière, c'est comment on met une organisation en place pour que, dès que le développeur a fini, ça part en prod.
Ok, ouais. Et c'est ça le problème à résoudre, c'est comment je m'organise. On ne dit pas comment s'organiser pour le faire. On dit celles qui le font sont plus performantes. Donc, il faut trouver une solution pour s'organiser. Trouvez une solution, regardez vos problèmes, quels sont vos problèmes pour arriver à ça. Vous partez de ce que vous avez maintenant, quels pas vous pouvez faire dans cette direction-là pour que... donc ça, c'est les parties que j'ai pas mal creusées, c'est s'il y a un incident de production, vous devez avoir un processus pour corriger ce problème-là, donc il y a bien une façon d'aller vite en production. Est-ce que ce processus est fiable ? Oui, non. S'il ne l'est pas, on va avoir quelques problèmes. S'il l'est, c'est peut-être une voie pour livrer tout le logiciel de cette façon-là. Donc ça, c'est qualité. Et c'est vitesse. Et la partie qualité, c'est le nombre d'incidents qu'on a en livrant. Donc à chaque livraison, combien de livraisons ont des incidents. Donc c'est le taux d'échec des livraisons. Et la durée pour les résoudre. Comment tu le mesures, le taux d'échec Quand j'ai une livraison, est-ce que j'ai eu un incident de production juste après ? Quand on fait une livraison tous les 3 mois et qu'on a des petits incidents, c'est 100% des livraisons qui sont en échec. Oui. Et quand on livre tous les jours et qu'on a un incident tous les mois, c'est un 20e d'échecs sur les livraisons. Alors c'est à grosse maille, c'est un peu troll, mais il y a quand même cette idée-là. C'est si on regroupe tous les développements en une seule livraison, s'il y a un bug, c'est l'ensemble de la livraison qui est en échec. Donc on a une moins bonne finesse de mesure de la qualité de ce qu'on fait, de pourquoi. Et surtout, on va avoir un plus grand délai sur la livraison et une plus grosse difficulté à identifier quelle est l'origine du problème. Quand on livre 10 choses en même temps, quand on en livre une seule et que ça plante, on le sait assez rapidement. Voilà. Des fois, on découvre un peu tard, mais même quand on livre un par un. Et après, il y a la vitesse à laquelle on corrige les choses en production. Parce que fondamentalement, avoir des incidents de production, c'est pas si grave. Oui. Ce qui est grave, c'est de mettre du temps à les corriger. Oui, si le module de paiement il tombe 2 minutes, c'est... Ça dépend chez qui, ça dépend si on est le Black Friday ou pas. Ouais. C'est pas pareil qu'1 heure, quoi, en tout cas. Non. Mais le concept de la performance des équipes, c'est des équipes qui arrivent à livrer très souvent, très vite après la fin du code, qui ont peu d'incidents lorsqu'ils livrent, et s'ils ont des incidents, ils corrigent vite. Ça, c'est la définition de la performance. Ça, c'est le bouquin Accelerate qui le détaille bien, et là, ça fait quelques années que ça tourne, et il y a beaucoup d'équipes, dont Backmarket, qui mettent ces critères-là en place au niveau des équipes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour arrêter de tourner autour du pot du c'est quoi la performance d'une équipe. Ça a été défini. Essayons celle-là. On est vraiment d'accord dessus. J'ai beaucoup de théories derrière à partir du Lean Management, de Just in Time et le JDoka sur vitesse et qualité. Les pratiques de Lean Management sont exactement calées là-dessus. Donc, essayons ça. Et toi, bon, ça c'est grosso modo les indicateurs de mesure de la performance d'une équipe du bouquin Accelerate. Est-ce que toi, vue de ta fenêtre, il y a d'autres indicateurs qui peuvent être intéressants de prendre en compte Non, c'est ça qui est assez stupéfiant. C'est moi, je suis un gros référentiel côté Lean Management, ce que je viens de dire, et c'est vitesse. Est-ce qu'on arrive à livrer en continu, rapidement, avec de la qualité, donc sans incident ou en réparant vite. Et le troisième, si on peut ajouter ce troisième axe, c'est le teamwork, la collaboration au sein des personnes. Donc c'est la bonne santé au travail, la satisfaction des employés, quoi. Ça, on le mesure pas assez. On a un système là au niveau de Backmarket qui vient de chez Spotify, qui est le Squad Health Check, où on mesure la santé des équipes. Il y a 11 questions qui ont été définies par Spotify.
qui pratique une sorte de NPS des équipes. NPS. C'est Net Promoter Score. C'est est-ce que vos pratiques, est-ce que vous recommanderiez de faire la même chose à d'autres équipes ? D'accord, ok. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez en termes de... alors, je n'ai pas toutes les 11 questions de tête, il faudrait que je triche un peu, mais c'est... est-ce que vous livrez vite ? Est-ce que les releases sont faciles ? Est-ce que vous avez du bon temps au travail ? Est-ce que vous vous sentez un pion ou acteur dans le système ? Est-ce que la mission de l'équipe dans laquelle vous êtes est claire ? Plus d'autres questions autour de ça qui permet d'avoir une mesure assez globale de chaque équipe où elle se positionne et d'avoir une lecture un petit peu transversale pour l'ensemble de l'organisation. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est est-ce que toutes les équipes râlent sur, au hasard, la vitesse à laquelle on livre, et puis la partie pawns or player, est-ce qu'on est acteur ou est-ce qu'on subit ? Si les notes, quelque part, sont assez basses sur ces critères-là pour toutes les équipes, c'est qu'il y a un sujet. Voilà, Ouais. c'est qu'il y a un sujet à creuser globalement, collaborativement, qu'on peut étudier ça et creuser pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment on fonctionne, quelle est la problématique de fonctionnement, parce que ça ralentit finalement la qualité des équipes perçues. Si une équipe est toute rouge, elle-même, c'est un appel à l'aide. Et du coup, à nous d'aller aider cette équipe-là pour pouvoir régler les problèmes qu'elle a, qui sont différents des autres équipes. Donc ça, c'est passionnant. Le Squad Health Check, Nicolas Tricot avait fait une bonne présentation sur le sujet chez Blablacar. Et moi, ça m'a permis de creuser. J'ai eu l'opportunité de reprendre son travail parce qu'il est passé chez Back Market entre-temps. D'accord. Et de continuer. Donc, on a de la mesure du Squad Health Check sur plusieurs années. Quoi. J'avais, dans une autre vie, gagné une TMA dans un contexte un peu pressurisant et complexe sur lequel on avait un directeur de projet qui avait repris le sujet, la vie de l'équipe, avec tout un tas de KPI, de mesures de copil qu'on devait avoir. Et effectivement, par contre, il avait mis en place aussi un peu ce système de mesures, mais moins poussé, moins précis. C'était une sorte de température, grosso modo avec un petit smiley. T'es en vert, t'es en orange, t'es en rouge. Il n'y avait pas 11 questions, mais 1, 2, 3. Et c'est vrai que c'était intéressant d'un mois sur l'autre de voir l'humeur et l'envie de s'impliquer de l'équipe. Elle était assez bien représentée par cette petite météo de l'humeur, je crois qu'il a. Alors ça, il y a ces parties-là au niveau employé. Quand on met ces systèmes-là en place, on crée une attente aussi au niveau des équipes pour leur apporter des solutions. C'est-à-dire que quand elles s'expriment en disant « je vais pas bien », si on les écoute pas, c'est moins pire que si on leur demande finalement. Elles se débrouillent, elles apprennent à se débrouiller, mais au moment où on demande « est-ce que ça va ?» Là, on a des retours d'équipes qui disent « on vous a dit que ça allait pas et on reçoit toujours pas d'aide, ça va vraiment pas, c'est pire ». Donc ça, c'est passionnant, c'est plus stressant pour nous parce que ça engage. Donc je trouve ça très passionnant, mais voilà, quand on laisse les gens s'exprimer sur leur douleur, faut faire quelque chose. Voilà. Donc on est loin d'être parfait là-dessus, mais voilà, ça engage. Moi, c'est une des parties qui est passionnante là-dessus, au moins de faire parler, d'aller creuser, d'identifier les sujets. Voilà. Donc là, je me sens coupable de ne pas avoir résolu un certain nombre de problèmes, mais on est là pour ça, on sait lesquels c'est partagé. Donc on a une vision commune des problématiques des équipes. Donc c'est ça qui est assez passionnant. J'ai eu une discussion avec une des coachs de Spotify qui me disait qu'il faut aussi regarder ce que les équipes sont fiers de maîtriser pour pouvoir aider les autres. En disant, moi, si vous avez un problème là-dessus, la vitesse de livraison, je peux vous aider. Et puis une autre équipe qui dit, moi je galère là, donc moi je vais pouvoir essayer de les mettre en relation. Quoi. Donc ça on l'a pas encore assez fait, mais il faut pas regarder que le négatif. Il faut aussi regarder quelle est la surperformance, en quoi les équipes sont fières, quelles sont leurs expériences. Donc du coup là sur le sujet des équipes, c'est comment on mesure
maturité d'une équipe, la performance d'une équipe. Il y a plein de façons, de recherches à faire. Mais ce qui m'intéresse là, c'est se poser la question. Plutôt que de demander la performance du manager de l'équipe, comment on échange avec une équipe en tant que collectif, quoi. Moi, il y avait quelque chose dans les 4 critères, tu parlais beaucoup de vitesse, et il n'y a pas de critères de volume de... Bon, en Scrum, grosso modo, tu as une vélocité, tu as un nombre de points délivrés, du coup, là, tu me parles pas forcément de mesure de nombre de points de complexité. Tu préfères qu'on livre vite 80 points et qu'on soit capable de les livrer tous les jours et qu'il n'y ait pas de temps de latence sur le fait de patcher, plutôt que de mesurer par le volume de features. Volume de livraison, en fait. C'est même pas c'est combien de fois on livre en prod, en fait. Ouais, c'est ça, mais la complexité de ce qui est... Enfin, le volume de travail ou de valeur produite, ce qu'il y a derrière, ça rentre pas en compte. Non, mais c'est ultra proche quand même. Ouais. Au moins, on sait où le regarder. C'est-à-dire que la vélocité, elle se cache derrière le nombre de livraisons. Si on se dit que chaque livraison, on livre des éléments d'amélioration du système, si on améliore le système tous les jours, on est ultra proche. Donc, ça se cache derrière. Ce qui est passionnant dans Accelerate, c'est qu'ils disent les gens qui livrent tous les jours très vite sont meilleurs. On dit pas les gens qui ont la plus grosse vélocité sont meilleurs. Ouais. Et je préfère les gens qui livrent tous les jours sont meilleurs à les gens qui ont une grande vélocité sont meilleurs. Parce que alors j'ai pas forcément suffisamment étudié la question, mais il est peut-être plus facile de tricher sur la vélocité que sur les livraisons. Non, parce qu'il y a plein d'indicateurs qui sont piégeux. La couverture des tests, les nombres de lignes de code, la vélocité, c'est plein de pièges. Moi, ce que je trouve incroyable dans Accelerate, c'est d'avoir trouvé des critères qui sont moins dangereux que les autres. Pourquoi tu dis que la vélocité, c'est piégeux? Alors, parce que c'est lié à l'estimation. On va pas rentrer dans les sujets. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir une estimation de la valeur pour améliorer du logiciel. Donc c'est du temps à passer, c'est un système qui est pas forcément fiable. Non, je ne sais pas comment le formuler, mais ça requiert un type d'organisation spécifique en Scrum ou avec ces pratiques-là, alors que livrer souvent, c'est pour toutes les équipes. Si tu ne livres pas, tu n'as rien. Ouais. Si tu n'as pas de mesure de vélocité, c'est pas forcément grave. Il y a plein d'équipes qui font du no-estimate. Moi, chez Furet, on estimait quand même très très peu. On livrait, on travaillait les sujets, on résolvait les problèmes, mais on n'avait pas forcément d'avoir des estimations. D'accord. Des estimations, moi, interdit, inutile. Mais bon, on va pas. Ce sera un autre podcast. Du coup, c'est vrai que moi, je vois ça de plus loin que toi, mais c'est vrai que dans Scrum, je trouve que la méthode de chiffrage, elle est justement assez maligne pour éviter le piège du surchiffrage. Enfin voilà, quand tout le monde lève sa petite carte en même temps, c'est difficile à moins de se mettre d'accord avec toute l'équipe, on surchiffre tous les gars. Moi, qui va dire 2, un 3, et le mec qui dit 8, il doit s'expliquer, quoi. Donc, j'ai rarement chiffré dans ma vie. et ça emmène sur des domaines de qualité du chiffrage, qualité de l'estimation de la date de release, tout un ensemble de choses qui sont très polémiques. Qui sont très confortables quand on les a, mais qui m'intéressent moins. Je dis pas que c'est faux ou que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais en fait, je suis un peu dans un autre univers où je pars d'un problème de production, je le résous, j'avance en fait. On regarde la production et on traite des problèmes, on livre. Et en fait, derrière ça, il y a, il y a un terme très précis que j'ai en tête qui
qui me fait oublier l'estimation tout de suite, c'est Pareto. On peut avoir 80% de la valeur en 20% du temps. Donc faut-il estimer 100%? Donc il faudrait faire 2 estimations, c'est le temps pour avoir 80% de la valeur et le temps pour avoir 100%. Là, à la limite, je veux bien qu'on commence à débattre, mais après, c'est des sujets où j'ai finalement peu investigué, mais je passe beaucoup plus de temps à bien livrer du logiciel qu'à bien l'estimer. Donc c'est si on avance, si on livre, si on fait des incréments, à travailler. Moi, l'énorme travail qu'on a fait au niveau des équipes un peu partout, c'est que chaque sujet soit autonome l'un par rapport à l'autre. Qu'on fasse pas justement un lot où on estime un lot, on prend un sujet, on le traite. S'il est important, quel que soit son coût, c'est celui-là. Donc moi, la philosophie des backlogs que j'applique en termes produits ou même là sur la gestion de la dette, c'est une liste unique, ordonnée. C'est l'ordre dans lequel on veut traiter les sujets. Pas leur coût, pas leur prix. C'est l'ordre. Ouais. Mais un ordre unique. C'est un après l'autre. S'il y a un premier sujet, prend la bande passante de tout le monde, c'est celui-là qu'il faut faire. On ne va pas se mettre à faire d'autres choses à côté sous prétexte que c'est celui-là. Ah oui, il n'y a pas... Ça, c'est la théorie. C'est vraiment, on dit, c'est quoi le premier sujet? Et ce sujet-là, il doit savoir qu'il a priorité sur tout le reste. Et il n'y a pas de négociation de je suis back-end, je suis front-end, je suis machin, je passe avant. Non, on se donne un ordre pour sortir du modèle d'estimation, de poids, de buffer, de tous ces trucs-là. C'est l'ordre dans lequel on veut le sortir, d'essayer de faire les plus petits pas possibles. Donc c'est livrer quand c'est prêt, c'est faites plus petit, livrez plus souvent, livrez 4 fois, donc découpez en 4 et faites la première partie, quel que soit son coût, mais la partie la plus petite, faites un pas, passez au suivant, et toute la partie estimation, elle s'évacue complètement, et la seule estimation qui reste, c'est le délai qu'on met à faire un changement, donc le lead time. Ouais. Et ce délai-là, on ne l'estime pas, on le mesure. Donc la meilleure estimation qui existe, et ça c'est toute la partie flux, toute la partie Kanban, il n'y a pas de meilleure estimation que la mesure du passé. Combien de temps on a mis à faire la même chose dans le passé, ou un truc, et personne ne sait l'estimer, c'est juste on sait le mesurer. Donc c'est un peu, là tu m'as fait reprendre un peu mon chemin de pensée que j'avais un peu oublié, mis de côté. La mesure du délai, c'est la meilleure estimation que je puisse recommander aux équipes, quoi. Il y a d'autres lectures qui t'ont fait avancer sur le sujet? Alors sur cette partie délai, c'est définitivement Product Development Flow de Don Reinertsen, qui est un peu à l'origine de la conférence Flowcon que j'organise et du mouvement Lean Kanban dans le monde, qui est vraiment de livrer en petits lots, les plus petits possibles, de façon autonome, en continu. Et la méthode de priorisation qui va avec, c'est le cost of delay. C'est combien coûte par semaine le fait de ne pas faire cette fonctionnalité-là. Donc, combien rapporte une fonctionnalité par semaine divisé par le délai pour la faire. Et ça, c'est la méthode de priorisation que je préfère, qui donc ne tient pas compte de l'effort. Alors, il y a un peu d'effort dans le délai qu'on met à faire les choses, mais le délai qu'on met à faire les choses, il a quasiment aucune relation avec l'effort. Il n'a de relation qu'avec le nombre de sujets qui est à côté. Okay. C'est le plus gros impact du délai sur une tâche, c'est le nombre de tâches qu'on a en parallèle. C'est le plus gros impact. L'effort a un impact, évidemment, mais beaucoup moins que le nombre de sujets qu'il y a à côté. Quand on a 5 sujets à traiter, on ne met pas le même temps à faire les choses que quand on en a un seul. Et l'estimation qu'on fait, elle suppose toujours qu'on n'a qu'un sujet à traiter. Ok. Et du coup, on ne peut pas estimer quand on a 5 ou 10 sujets. Par contre, on peut très 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 bien le mesurer. Donc, toutes les approches, Kanban, même Scrum est fabuleux. Il y a
aucun doute là-dessus, parce qu'il limite le délai à 15 jours maximum, et le nombre de sujets qu'on peut faire. Donc dans une échelle de 15 jours, impeccable. Et c'est une amélioration par rapport aux livraisons tous les 3 mois et compagnie. Par contre, si on veut descendre en dessous de ce délai de livraison à 15 jours ou à la semaine, là c'est plus compliqué. Mais Scrum, c'est la meilleure méthode quand on n'a pas autre chose à faire, quand on ne sait pas faire. Moi, comment je formule de si on ne sait pas faire de Scrum, faites pas autre chose. Mais si on ne sait pas faire de Scrum, il y a plus d'espoir. C'est le minimum vital absolu des choses qu'il faut savoir faire. Donc il y a un peu d'estimation, mais ça, il faut savoir définir ce qu'on veut faire et compagnie dedans. Pour moi, il y a des systèmes plus optimisés, mais le fondamental, moi, c'est ce qui est fabuleux dans Scrum, c'est ça, c'est la capacité d'une équipe à prendre ses responsabilités, livrer quelque chose. Je donne un sujet, je prends un lot de sujets, je les livre tous. Tout ce que je commence, je le finis. Donc ça limite le nombre de sujets quelque part. Ça fait pas un, et Kanban, c'est un par un. C'est ça. Donc c'est un petit peu plus loin, mais donc voilà. Mais par contre, c'est la même philosophie. On réduit le nombre de sujets en cours. Ça, c'est complètement énervant parce qu'on n'y arrive pas. Mais la solution, elle se cache derrière, quoi. Quand on avait échangé il y a quelques semaines, que tu m'avais dit l'autonomie des équipes, c'est un sujet. Je t'avais dit qu'il y avait un épisode de CTOs auquel ça m'avait fait penser. C'était celui de Nicolas Nallet qui avait parlé de l'importance du cadre, en fait. Moi, j'ai l'impression que le cadre que tu es en train de définir, c'est au final, tu as tes objectifs, tu as tes OKR, tu as tes indicateurs de performance qui sont au nombre de 4 ou 5, et que c'est ça ton cadre, et que ce que tu attends une réussite cible pour l'autonomie des équipes, c'est qu'elles intègrent bien ce cadre et qu'elles jouent avec à l'intérieur, quoi. Alors, la partie Accelerate, c'est la performance du delivery logiciel. Maintenant, il reste la performance business. Et une équipe avec product manager, product designer, UX, QA, c'est aussi le business. Donc, le cadre logiciel, c'est celui dont on a parlé, là, assez longuement. Maintenant, il manque le cadre business. C'est quoi l'objectif business, l'ownership business de l'équipe? Donc, ce qui se passe dans énormément d'équipes produits, c'est l'ownership de composants et finalement d'une partie du parcours client. Donc il y a des KPI de transformation, de navigation, de satisfaction. Donc il y a des KPI business, une partie de la performance de l'entreprise qui est sous la responsabilité d'une équipe. Donc je ne sais pas comment on peut dire le moteur de recherche, une équipe qui s'occupe du moteur de recherche. Il y a une performance autour du niveau du moteur de recherche et l'équipe est honneur de ce composant-là, de la satisfaction des utilisateurs, de la performance de ce composant-là. Donc on peut livrer du logiciel de qualité très vite, mais si on n'est pas focalisé sur l'amélioration d'une partie du système, on peut piocher un peu partout ou ne pas améliorer, ne pas contribuer à l'ensemble. Donc le cadre dont tu parles, il est technique et produit. Ouais. Voilà. Donc il faut alimenter, il faut amener aux équipes ou laisser les équipes travailler sur un domaine, un problème de l'entreprise, une performance qui n'est pas au niveau ou une amélioration qu'on cherche à faire. Donc on travaille beaucoup là en ce moment à pouvoir faire plus d'A/B tests sur le système pour pouvoir mieux découvrir des facteurs d'amélioration possibles du système. On a pas mal de UX researchers qui font des études avec des utilisateurs. Pendant le Black Friday, on a fait pas mal d'interviews d'utilisateurs le jour du Black Friday, parce qu'ils n'ont pas forcément un comportement identique le jour du Black Friday que les autres jours. Donc c'était impressionnant, parce que je ne l'ai pas vu venir. Une fois qu'on le voit, c'est logique. Mais la difficulté, c'est de se poser les bonnes questions sur le système, quoi. C'est quoi un système plus performant? C'est pas que un système qui rapporte plus d'argent, c'est
où est-ce que l'utilisateur peine. Il ne sait pas forcément lui-même le décrire, donc il faut l'observer. Il faut l'observer dans les conditions du réel. Et le Black Friday, c'est une fois par an. Donc, on interviewe des utilisateurs le jour du Black Friday avec des personnes dédiées sur le sujet, quoi. Et après, les équipes peuvent essayer de creuser des problématiques qui ont été découvertes à ce moment-là, quoi. Ah, c'est intéressant comme. Donc il y a des missions, c'est vraiment, et c'est dans la partie Squad Health Check, est-ce que vos missions sont claires ? Ça en fait partie, quoi, de découvrir les problèmes des utilisateurs, la performance du système, comment satisfaire les utilisateurs à un degré supérieur. C'est un peu les critères clés. Et comment tu fais remonter les... Parce que du coup, une équipe développement logiciel, une squad, ça fait partie de son... Enfin, ça peut faire assez partie de son boulot intuitivement de trouver des solutions pour délivrer un logiciel de qualité rapidement, mais s'impliquer sur la partie business, remonter des suggestions sur la partie business, sur Mais la justement, valeur du c'est produit. à l'intérieur de l'équipe. Cette partie-là, le product manager, l'UX researcher, le product designer sont contributeurs dans l'équipe à ce moment-là. Et l'équipe peut poser des questions aux clients via ces équipes-là, en disant là je comprends pas, il y a des éléments sur le moteur de recherche, qu'est-ce qui vous va pas. Donc on peut partir de ce principe-là que l'équipe peut poser des questions aux clients, et l'équipe de user research organise des questions, organise des tests liés à ces questions-là. Donc ils font un peu de tri, mais j'ai vu passer effectivement de ask your users et est-ce qu'il y a des équipes qui ne posent pas de questions alors qu'elles peuvent le faire ? Parce qu'en fait, c'est un peu l'un des objectifs, l'un des enjeux, c'est que il y a une différence entre pouvoir et faire, quoi. Donc, je t'invite à interviewer Amandine Dur, notre CPO, qui connaît beaucoup plus la question que moi, mais évidemment qu'on oublie de poser des questions, parce qu'il y a des questions qu'on n'imagine même pas, en fait. Donc, en lean management, il y a la notion de Gemba, où on va sur le terrain, on va interviewer, on va regarder des clients, on va observer le système réel. Une chose passionnante chez Aramis pour le COMEX, c'est chaque COMEX commence par le support client qui raconte l'histoire folle d'un client pour qui on n'a vraiment pas eu de chance. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est culturel, c'est plus dire. Chaque COMEX, on se rappelle qu'il y a des clients qui galèrent pour des raisons complètement incroyables où tout le monde dira non mais là c'est pas de chance. Mais ça existe quand même. Et puis curieusement, c'est peut-être lié à certaines décisions passées, ou des suppositions, ou des éléments d'interprétation dans la chaîne de commandement qui font qu'on se retrouve là. Et c'est une bonne vaccination de se dire attention, il y a des clients au bout. Et si on les écoute, si on creuse ces problèmes-là un par un, patiemment, on arrivera à améliorer le système. Plutôt que de faire des moyennes, plutôt que de regarder la performance globale, chez Aramis Auto, ce que j'ai appris, c'est vraiment la puissance de regarder un cas particulier assez précisément. Donc, prends un cas client. Même au hasard, en fait, on tombe rarement dans le cas où vraiment c'est toujours 80% de ce cas-là, il est lié à des dysfonctionnements, dysfonctionnements de l'entreprise globale. C'est passionnant. Donc, dur à faire, parce qu'il faut avoir la conviction que de regarder un cas particulier va nous apprendre sur le global, quoi. C'est pas intuitif, ça. Hein. Non, mais le lean management n'est pas intuitif du tout, comme la partie flow, comme la partie non-estimation. Il y a beaucoup de choses là, où c'est pour ça que la littérature, les livres aident beaucoup à désapprendre, pour reprendre des apprentissages de gens qui ont découvert, peut-être par accident, un certain nombre de choses. Mais quand ils l'ont mis en pratique, il se trouve que en livrant tous les jours, ça marche mieux. Et il y a une des histoires là, c'est Etsy, qui avait tellement d'incidents de prod
qui se sont mis à livrer des patchs tous les jours, et ils en ont fait leur processus de livraison continue. Parce qu'ils ont industrialisé la correction de la prod. Donc c'est sûrement romancé, mais c'est aussi comment découvrir une puissance, une performance incroyable en livrant tous les jours, parce que il n'y a pas moyen de faire une grosse livraison, on va tout corriger. C'est juste, on prend les problèmes à 20, on les corrige. On essaye de prendre les problèmes les plus graves dans l'ordre. Si on règle les problèmes un par un, vite et dans le bon ordre, on ne va pas tomber très très loin d'une bonne performance d'équipe. Et du coup, j'imagine ce à quoi ça peut servir une équipe, sa vie. Donc du coup, les performances d'une équipe sont liées aux gens qui la constituent aussi. Quand tu as un départ, c'est impactant. Tous les départs sont impactants, certains des fois plus que d'autres. Mais du coup, tu peux mesurer avec des critères un peu objectifs la performance déjà atteinte de l'équipe et celle qui sera cible, même avec la rotation des membres de l'équipe. Alors, il faudrait aller assez loin dans le système. Je pense que ça mérite de faire ça quand on a 200, 300 équipes, qu'on s'appelle Google et qu'on lance un projet qui s'appelle Aristote et dont les résultats sont assez intéressants. Chez Google, le projet Aristote sur la performance des équipes chez Google qui avait conclu que le critère numéro 1 de la performance des équipes, c'est la psychological safety. C'est à quel point les gens sont en confiance pour prendre des décisions, faire des changements, et qui, pour moi, est fondamentalement lié à l'autonomie, en fait. L'autonomie, c'est est-ce que tu te sens safe de travailler aujourd'hui, quoi. Ou est-ce que tu es stressé parce que on te force à faire les choses? Ça marche pas. Donc la psychological safety était le critère numéro 1. Là, il y a 6 ou 7 ans, ils ont pas mal communiqué sur le sujet. Leur découverte, c'est pas l'intelligence, la performance des personnes et des équipes était liée à leur confiance dans leur système finalement. Donc la performance des équipes, l'évolution des équipes, le changement d'une équipe, on dit que quand une personne change dans l'équipe, c'est une nouvelle équipe. Donc c'est à reconstruire, des équilibres à construire. Oui. Mais on peut aussi chercher à avoir une auto-évaluation de l'équipe. Ce que j'aime énormément dans le Squad Health Check, c'est l'auto-évaluation de l'équipe. C'est à l'équipe de se prendre en main, c'est à elle de faire sa part du travail, de dire c'est quoi mes problèmes, qu'est-ce que je peux gérer tout seul, et qu'est-ce que je peux pas gérer, et d'appeler à l'aide quand on peut pas gérer. Parce que finalement, la partie autonomie, elle s'oppose un petit peu au command and control, donc le top-down, où on pousse des solutions. Pour moi, le vrai critère de l'autonomie, c'est à quel point on impose des solutions aux équipes. Donc le moins on impose de solutions, le plus autonome l'équipe est. Et j'y pensais là juste avant, c'est la conséquence de tout ça, c'est un stress supérieur au niveau du COMEX. Le command and control, c'est ultra reposant. Alors, pas forcément pour tout le monde, mais tu donnes les ordres, si c'est pas suivi, vous êtes des nuls. Bon, je résume un petit peu. Mais quand on fait confiance aux équipes, il faut accepter d'avoir du stress en retour, de dire je vois pas, je sais pas, je saurai pas tout de suite, et peut-être ça va échouer. Donc il y a un énorme changement d'attitude dans l'acceptation de l'échec. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ça, le critère d'autonomie des équipes, c'est accepter leurs échecs, plutôt que de leur reprocher. Donc c'est vraiment, j'avais fait une keynote au Command Day sur la différence entre le perfectionnisme et l'excellence. Donc les gens qui refusent complètement quelque erreur qui soit, et le mécanisme d'apprentissage qui est je fais plein d'erreurs, je fais tout le temps des erreurs, mais je progresse. Et l'autonomie, je pense qu'elle se cache derrière ça, en fait. C'est d'accepter qu'une équipe échoue en permanence, mais progresse.
plutôt que de faire les choses exactement comme on lui a dit de faire, mais va pas à la vitesse optimum parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on doit découvrir, qu'on doit apprendre. Donc là, il y a plein de théories autour de ça, mais est-ce qu'on est dans un domaine où on connaît toutes les solutions ? Oui ou non ? Non. A priori. Donc, peut-on faire confiance au directeur, au manager sur les solutions ? Pas forcément, non. En partie. En partie. Mais l'idée de l'autonomie des équipes, c'est ça. C'est laisser l'équipe venir poser les questions quand elles ont un problème, plutôt que de leur pousser des solutions. Moi, je suis pas complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est stressant pour le COMEX de pas mettre... Au départ. Moi, je sais pas, je trouve que c'est assez... c'est plutôt un aboutissement de se dire quand ça se passe bien. Que c'est bottom-up. J'imagine que une idée, une envie, un truc qui part des équipes et qui remonte, il y a quand même... l'idée, c'est de dire ok, bonne idée, on y va, mais il peut y aussi y avoir le non, là je suis pas convaincu, trouve autre chose. C'est pas hyper stressant. Enfin, c'est pas forcément stressant du coup. Si le commerce est quand même trouve autre chose, participatif dans la décision, quoi. Tout dépend le degré d'autonomie en fait. Si c'est je suis pas convaincu, trouve autre chose, c'est pas de l'autonomie. Ok. Ouais, ok. Bon, toi, la cible finale, je veux pas savoir comment vous faites, c'est résolvez-moi ce problème-là, quoi. Ok. Et c'est là où c'est plus boîte noire, quoi. Donc, il n'y a pas de magie par rapport à ça. C'est les équipes d'ingénieurs de développement logiciel. Je sais pas comment... les boss et les comex dans les équipes ont rarement les compétences technologiques. Donc il y a un vrai... Alors, plus la taille des boîtes augmente, plus c'est vrai, effectivement. Ouais, mais même plus petit, il y a souvent... en France, beaucoup plus encore qu'aux États-Unis, où il y a quand même pas mal de fondateurs tech. Chez Back Market, on a la chance d'avoir un des cofondateurs qui est très tech, donc qui défend bien ces sujets-là, et on voit l'impact qu'il a par rapport à d'autres entreprises, ou même moi, quand j'ai essayé d'être au COMEX, l'impact moindre sur la stratégie de l'entreprise par rapport au logiciel. C'est une boîte noire où il faut quand même... C'est le moteur de l'entreprise qu'on ne maîtrise pas. C'est difficile de lui dire quoi faire, quoi. Donc il y a une petite aberration dans la structure même de l'entreprise, quoi, dans ce pilotage. S'il n'y a pas la maîtrise complète de la technologie, comment on fait ? Comment le lien est conservé ? Donc là, c'est un peu toute notre problématique dans le développement logiciel, c'est qu'il y a un peu deux entreprises en une, à chaque fois dans toutes les entreprises que j'ai rencontrées, où il y a un peu ça s'arrête au niveau du CTO qui maîtrise encore la technologie, qui commence à bien maîtriser le business, mais pas partout, quoi. Donc là-dessus, comment on fait l'autonomie des équipes tout en gardant l'alignement, en fait. Parce que si on donne aux équipes qui sont très bonnes technologiquement une autonomie, mais qu'elles n'ont pas la compréhension du business, elles vont aller n'importe où, quoi. Donc c'est là où le rôle du produit, c'est pour ça que je fais pas mal de produits, pour arriver à faire cette connexion-là. Ouais. Mais du coup, est-ce que les gens produits ont besoin d'avoir un bon niveau tech ? C'est dur. Donc il faut qu'ils fassent, eux, un investissement pour maîtriser quand même pas mal de codes de la technologie, et du business, et des clients, et de la qualité. Donc les rôles du product management sont quand même assez clés dans les entreprises, quoi. Est-ce que sur cette thématique, il y a des points particuliers de réflexion que tu veux aborder ? Moi, la grosse question, c'est quels sont les stades de maturité d'une équipe ?
une équipe. On a des chemins de carrière pour des contributeurs individuels, donc des développeurs, des experts, les carrières d'experts, de développeurs à staff, à architecte ou à super codeur. On a les carrières de manager tech, de engineering manager, VP engineering. On a les carrières PM, PO, QA, infra. Mais je connais pas bien, alors il y a des modèles de maturité d'équipe, mais la carrière d'une équipe, pour moi, elle mérite d'être étudiée quand même. Parce qu'on a 40 équipes chez Back Market. Elles n'ont pas toutes la même maturité. Il y en a qui sont plus performantes que d'autres et qui méritent qu'on les challenge plus. Parce qu'il y a un peu de ça aussi, de dire plus t'es bon, plus on peut appuyer sur le champignon. Est-ce qu'on peut mettre la pression de la même façon, la pression business, je viens de dire, sur les équipes en fonction de leur maturité, des équipes qui sont toutes récentes, on vient de faire une réorganisation, ils ne connaissent pas encore le composant qu'ils viennent d'hériter, on redémarre un peu à zéro. Donc cette échelle de maturité des équipes, là j'ai vu pas mal d'études sur le sujet qui sont oui ou non, de savoir si c'est une bonne approche que de mesurer la maturité d'une équipe. Donc, moi je suis plus dans le oui, pour l'instant, mais je peux me tromper complètement. D'essayer d'avoir une promotion d'équipe, une équipe qui propose de passer un grade, de dire moi je mérite qu'on me fasse encore plus confiance. Donc une équipe qui est junior, on lui dit quoi faire. On regarde si elle sait faire, on regarde si elle livre à temps, on lui fait faire du scrum. Et si elle échoue, il n'y a pas photo. C'est la responsabilité de l'équipe. Juste, elle ne sait pas faire. Elle n'est pas compétente. Si on donne un sujet à faire, elle estime, elle étudie et elle ne livre pas, il n'y a rien. Ouais. On ne peut pas dire t'es mal organisé, tu as pris tous les standards, et trucs comme ça. Après, si on veut aller un peu plus loin dans la performance, un peu loin dans l'autonomie, on peut commencer à avoir des degrés d'autonomie où elle peut s'affranchir un peu du système un peu plus contrôlé et aller vers de la mécanique plus en recherche, plus en observation des clients, plus en problématique qu'en solution, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a matière. Comment tu fais pour... alors, ok, tu mesures la maturité, tu mesures l'autonomie, tu donnes un nom à ce stade, ou une note, ou un truc. Est-ce que ça te pose pas un problème au niveau du recrutement, après ? Salut, est-ce que ça te dit de rejoindre l'équipe où junior. On en est au stade, on fait du scrum, on sait pas encore. Zéro problème, parce qu'il y a un challenge à faire grandir les gens pour qu'ils fassent grandir les équipes. Donc on est soit meneur, soit en apprentissage. Donc il y a des challenges pour que des jeunes engineering managers, des jeunes tech leaders apprennent à faire passer un cap à une équipe. C'est faut le vendre comme ça, quoi. Oui. Okay. Moi, c'est un peu mon cas là chez Back Market. Je ne peux pas revendiquer d'être CTO de 250 personnes, donc je rejoins Back Market en contributeur individuel. Et puis, dans 2, 3, 4 ans, je pourrais prétendre à gérer 250 personnes si j'ai pas pris peur. Mais c'est une des visions, c'est de dire on change, on se remet en challenge. Je sais pas faire, j'apprends. Je contribue, j'ai des connaissances dont je suis assez certain, mais je ne sais pas si c'est les bonnes solutions, je ne sais pas si c'est les bonnes pratiques, donc je viens apprendre à gérer un système beaucoup plus gros, quoi. Donc on a géré une squad, gérer ce qu'on appelle un groupe chez Back Market, c'est 2-3 squads, gérer une tribe, c'est 5-6 squads, puis après gérer l'ensemble d'une division. Donc on n'a pas un programme complètement dingue, mais il y a quand même 3 ou 4 stades de maturité d'équipe ou de groupe d'équipe, de collaboration entre équipes qui méritent de s'y pencher, quoi.
Ok. Et je vois bien une équipe passer un promotion case, donc d'appliquer pour passer un grade en disant regardez, là, nous, notre track record, là, il est vraiment bien. On veut une reconnaissance supplémentaire et qui permet peut-être elle-même de mettre des critères de recrutement pour intégrer cette équipe-là beaucoup plus haut, pour pouvoir dire bah là, on avance, on sait intégrer des jeunes, on sait embarquer des développeurs. On est fiable, on y va et on monte le niveau de référence des équipes. Ok, bah écoute, du coup, je pense qu'on a pas mal balayé le sujet. Je pense que ça aurait été ces réflexions, ces questionnements assez inspirants pour pas mal des auditeurs. Je passe un message, puisque tu m'as dit que tu étais organisateur de conférence Flocon, et on passe un petit appel. Voilà, s'il y a des penseurs du sujet, contributeurs, ils peuvent se manifester auprès de toi. Tu vas rechercher des speakers. Des participants, ça va être en mars 2024. Ok, bon, il y a le temps de creuser le sujet, participer s'il y a des énergies et des envies et des penseurs du sujet, t'es preneur. Vous pouvez contacter Dimitri, quoi. C'est ça. Mais on a une autre conférence en décembre 2023. Alors c'est pas beaucoup plus près, mais c'est TechRox, qui est une conférence vraiment dédiée aux tech leaders. Vraiment toute l'organisation de la tech par des techs et de faire monter un peu le niveau des CTO, des engineering managers au-delà de la maîtrise de la technologie. Donc c'est vraiment prendre des décisions, la posture des managers, la collaboration avec le produit, les recrutements, toutes ces problématiques-là. Là, ça fait 6-7 ans qu'on explore, on a un réseau de 2500 tech leaders qui échangent. C'est assez passionnant parce que c'était un peu un angle mort au-delà de la compétence tech ou des technologies. Comment on gère une organisation technologique. Eh ben, on salue également toute la communauté TechRox. J'ai reçu quelques personnes et représentants ici sur ce podcast. Cyril Morcrette il n'y a pas longtemps, Florence Chaboinois plus anciennement, Nicolas Silberman, un cofondateur. C'est ça. Et Marek Kalnik, on en parlait du Book Club. D'accord. Et j'en oublie. Mais je pourrais t'en envoyer quelques autres. Là, on a deux personnes là, qui viennent d'être nommées responsables du programme pour le Summit. On fait tourner les présidents du Summit pour donner une couleur chaque année différente. Et ça va être Didier Girard et Marie, je ne sais plus comment. Terrier, peut-être. Non. Je le retrouverai. Qui gère le programme cette année et pas mal d'IA probablement et ça va être vraiment passionnant. Ok. Avant de finir le podcast, quelques questions un peu traditionnelles. Est-ce qu'il y a une phrase, une expression qui t'accompagne? Celle que j'ai utilisée, c'est livrer quand c'est prêt. Elle est pénible. Celle-là est très très pénible. Livrer quand c'est prêt, mais souvent c'est bien aussi. C'est toute la discussion que j'ai eue avec des gens qui demandaient beaucoup de choses. Et c'est ce qui se cache derrière cette phrase-là. C'est si tu me demandes beaucoup, je te livre quand c'est prêt, donc assez tard. Si tu me demandes moins de choses, quelque chose de plus petit, un plus petit incrément, ce sera prêt plus tôt, ce sera en production plus vite. Donc il y a la taille de la demande qui impacte énormément la vitesse à laquelle on livre. Donc si on a des entreprises qui sont plus performantes parce qu'elles livrent très souvent, c'est probablement parce qu'elles font des pas beaucoup plus petits et qu'elles apprennent plus vite du changement du système. Donc livrer quand c'est prêt. Livrer quand c'est prêt. Voilà. Donc c'est est-ce que vous livrez quand c'est prêt? Dès que c'est prêt, à la limite, vous pourrez livrer dès que c'est prêt. Tiens, je vais la faire évoluer. Merci beaucoup pour la proposition. Avec plaisir. Est-ce que tu as un petit surnom ou plusieurs petits surnoms? Un qui est amusant, c'est le Disruptive Thinker que j'avais chez les Furets. C'est marrant, ça m'étonne pas là. Moi non, je trouve pas, mais c'est les autres qui roulent en sens inverse sur l'autoroute, c'est pas moi.
c'est le boss du groupe des propriétaires des furets Compare the Market, que visiblement je prenais à contre-courant à chaque fois que je exprimais la façon dont on voulait organiser les équipes de développement. Mais voilà, donc j'étais surpris de ce surnom. Mais il existe, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu donnerais un titre particulier à cet épisode ? À la recherche d'une squad ladder, pour voir est-ce qu'il y a une façon d'avoir une carrière pour les équipes, comment on appelle ça, une grille de carrière, un chemin de carrière des équipes. Donc autour de ça, à toi de trouver. Ah bah écoute, ça me semble court et bien représenter l'échange du jour, donc ça sera pas, si c'est un autre titre, ça sera pas très loin, quoi. Et est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée que t'aimerais que je te pose ou... Quel livre faut-il lire ? Du coup, quel livre faut-il lire ? Avec un ou sans S ? Ah, tu peux mettre des S si tu veux. Ouais, il y avait plein de S. Derrière la discussion du jour, c'est un livre qui est aussi revendiqué et milité par Marek au Book Club, parce qu'on a fait 2 éditions et lui a dû faire 6 éditions de Book Club autour du sujet, qui s'appelle Turn the Ship Around, Ouais. qui explique vraiment les mécaniques qui se passent derrière cette autonomie des personnes et des équipes, le retournement de la chaîne de management en fait. C'est à quel point il y a un comportement personnel des équipes et des personnes d'expression de ce qu'elles veulent faire pour enclencher la confiance du top management. Le livre parle plus de comment le top management donne l'autonomie aux équipes. Mais en tant qu'ingénieur, on a le droit de lire la bibliographie, on a le droit de savoir que ça tient à nous d'être proactifs, sans condition, de proposer, d'accepter que ce soit refusé ou pas accepté, mais de dire je propose, j'améliore, je regarde c'est quoi le problème qu'on me demande de régler et pas quelle est la solution, et de vraiment être transparent dans son intention. À partir de là, la mécanique de l'autonomie, elle est présente. Si on arrête de proposer, on dit dis-moi quoi faire, c'est bon, on a abandonné, on a le droit, on a le droit de se planquer derrière son écran et d'attendre qu'on nous dise quoi faire, mais c'est mort pour la performance du système dans ce modèle-là. Donc le livre est incroyable là-dessus, quoi. Et après, il y a plein d'autres livres, mais je pense qu'on pourrait aller vers Team Topology, qui est un autre livre qui est un peu... ça fait plusieurs fois là-dessus, Accelerate, dont on a parlé, Product Development Flow, qui est encore plus sur la partie lead time. Si vous cherchez à comprendre ce que c'est que le lead time, Product Development Flow est un bouquin que j'ai dû offrir à 50 ou 60 exemplaires. Ah ouais. Ouais, donc c'est un bouquin qui t'a marqué, quoi. Ah oui, révolution complète. Et puis claque de Don Rehersen qui est venu 7 ou 8 fois à Flocon faire des présentations et prendre tout le monde à contre-courant. C'est livrer des petits changements. Ça n'a rien à voir avec faire un grand pas. C'est juste cette partie-là est dure à embrasser, mais elle est fondamentale. C'est tout ce qui se cache derrière Accelerate, donc dernier livre. Et peut-être là un petit dernier qui est le How to Measure Anything, qui est un livre sur effectivement comment mesurer les choses, mais surtout derrière la notion de prise de décision. Donc c'est un livre qui dit que tout est mesurable, parce que derrière chaque mesure, en fait, se cache une décision à prendre. Ok. Et livre très intéressant. Et pourquoi j'en parle ? Parce que la plupart du temps, on cherche à mesurer beaucoup trop de choses. Et quand on se pose la question de quelle décision on cherche à prendre, on réduit énormément le nombre de mesures qu'on cherche à faire, le besoin de mesures. Et pour faire un petit pas vers la bonne décision, on a encore besoin d'encore moins de mesures. Donc, y compris dans la mesure des systèmes,
on peut faire des petits pas. Et pour moi, c'est pour ça que j'étais au produit chez Aramis, c'est pour comprendre comment, en remontant un peu plus haut dans la chaîne, on peut poser des questions de façon un peu plus différente pour autoriser la livraison continue et activer l'autonomie des équipes. Bon, bah ça fait quelques ouvrages. Voilà. Bon, tout le monde aura un peu de lecture. Et ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. Et hésite pas, si tu as une proposition de squad ladder dans les mois à venir, que tu aies le chemin à abouti, on sera preneur des aboutissements de réflexion. Très bien. Et entre-temps, je t'invite à inviter Amandine Dur pour découvrir la partie produit de Back Market. Ça marche. À bientôt. À très bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.